savez, la géopolitique, c'est essentiellement des rapports de force. Les rapports de force aujourd'hui sont du côté de l'OTAN, en tout cas dans cette partie de l'Europe orientale et des Balkans. Ce qui pourrait faire contrepoids à cette force sans égale, c'est-à-dire la Russie n'a jamais véritablement voulu changer la donne. Autant la Russie a tout fait pour empêcher les plans des Occidentaux et de l'OTAN, des pays de l'OTAN et des États-Unis, surtout des Anglo-Saxons en Syrie, autant la Russie a également essayé de tout faire pour empêcher les plans occidentaux en Crimée et dans l'est de l'Ukraine, avec les conséquences que l'on sait, autant en Serbie, ce qui est frappant, tout en étant un amoureux de la culture russe et un ami de la nation russe, je reconnais que ceux qui auraient pu empêcher cette aberration de l'indépendance d'un État à la fois terroriste, mafieux, illégal et qui a été créé sur la destruction de la souveraineté d'un État qui ne nous avait pas agressés, les forces qui ont présidé à la naissance et à la pérennité de ce pseudo-État du Kosovo aujourd'hui n'ont pas rencontré d'obstacles majeurs du côté des Russes. Donc, rien ne peut s'améliorer aujourd'hui en ce qui concerne l'objectif légitime des Serbes de récupérer un jour leur province du Kosovo. Je ne vois pas du tout de sujet d'espoir de ce côté. Et d'ailleurs, le chantage est toujours exercé sur la Serbie pour, en échange d'une normalisation des rapports de la Serbie avec les pays de l'OTAN et avec l'Union européenne, et bien, cette exigence aberrante de reconnaître le Kosovo, que M. Macron a exprimé de manière un peu plus nuancée quand il est allé à Belgrade il y a quelque temps, mais il a quand même dit nous voudrions des normalisations de relations entre le Kosovo et la Serbie. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est malheureusement la plupart des forces qui comptent en Occident veulent exiger cette humiliation de reconnaissance du Kosovo par la Serbie et conditionnent l'intégration de la Serbie dans le système occidental et européen à ceci, à cette précondition absolument inacceptable et humiliante pour la nation serbe. Mais malheureusement, la géopolitique, ce n'est pas fait d'atermoiement, de lamentation, c'est fait de constats. Et les constats aujourd'hui sont celui-là. Alors, un deuxième internaute, François, vous demande la chose suivante, en fait, de revenir un peu sur ce qui était le cœur de votre travail depuis un temps. Alors, François nous dit, vous avez été un des premiers à parler de la transversale verte, qui est l'union des islamistes radicaux entre la Bosnie-Herzégovine et la Turquie. Alors, je me souviens, moi, personnellement, qu'à l'époque, quand vous disiez ça, peu de gens vous suivaient, et c'était plutôt un regard un peu condescendant sur cette théorie-là. Or, cette théorie s'est avérée plus que vraie. Et donc, François vous demande, M. Delval, finalement, croyez-vous encore à l'existence de la transversale verte et quelles en sont les conséquences? J'y crois plus que jamais, d'autant que quand je parlais de dans la transversale verte, j'en avais parlé la première fois avec mon ami et maître, le général Gallois, que je sais être très apprécié parmi nos auditeurs, mais aussi avec un grand islamologue des Balkans, serbe de Bosnie, serbe mais exerçant en Bosnie, en Republika Srpska, Miroljub Jeftić, qui est un grand islamologue. Et je reconnais toujours, moi, quand j'ai pris une idée, quand je me suis inspiré chez quelqu'un d'autre, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Et j'avais repris cette expression de transversale verte que j'avais lue dans les ouvrages très prémonitoires de M. Miroljub Jeftić il y a presque 30 ans, puisque c'était avant que j'écrive mes premiers livres. Déjà, je lisais ce que je trouvais de ce monsieur, qui est un professeur académique, très reconnu d'un point de vue académique, qui a beaucoup de publications scientifiques. Ce n'est pas un écrivaillon ou un militant, c'est un véritable analyste, disciple lui-même des plus grands islamologues occidentaux et balkaniques.
et il parlait d'une transversale verte qui était en fait animée essentiellement par des réseaux nostalgiques de l'Empire ottoman. Il parlait aussi très souvent de néo-ottomanisme. Et malheureusement, c'est ce constat donc, que nous faisions il y a 30 ans, lui et moi, d'une transversale verte animée par les différentes minorités musulmanes séparatistes, travaillées par une propagande pro-turque, pan-turque et néo-ottomane, eh bien, il n'y a rien de plus actuel. C'est encore plus vrai aujourd'hui qu'il y a 30 ans, puisque, entre-temps, la Turquie, qui était encore plus ou moins gouvernée par des kémalistes, rappelez-vous, jusqu'à la crise économique et politique de l'an 2000, la Turquie a été gouvernée essentiellement par des gens de droite ou des kémalistes, ou les deux à la fois, un petit peu par des islamistes qui avaient conquis quelques mairies, et surtout en 96-97, ils étaient arrivés momentanément au pouvoir. Mais dans les années 90, lorsque Miraljuv Jeftić parlait de cette transversale verte, la Turquie était encore kémaliste. Et après le coup d'État anti-islamiste de 97, la Turquie était encore quelques années dirigée par des kémalistes. Mais depuis le succès, à partir de 2002-2003, depuis le succès électoral de M. Erdogan, qui, bien qu'ayant été emprisonné, son maître spirituel Erbakan ayant été interdit et le parti islamiste de l'époque ayant été interdit à partir de 97, tout à coup ressurgit en 2002-2003, appuyé par l'Occident, appuyé énormément par l'Union européenne et tous les lobbies atlantistes, et appuyé officiellement par tous les présidents américains, démocrates et conservateurs, on voit réapparaître tout à coup les islamistes qui avaient été victimes d'un coup d'État kémaliste en 97, tout à coup, les islamistes réapparaissent en Turquie avec la bénédiction de l'OTAN et l'appui, bien sûr, des puissances du Golfe comme le Qatar. Et là, à partir de 2002-2003, c'est pour ça que j'ai souvent parlé de la Turquie dans des livres ultérieurs, après avoir écrit sur la Serbie et le Kosovo. Pourquoi j'ai écrit 2 livres sur la Turquie? Parce que le fait que la Turquie redevienne un pays ottoman, contrôlé par un nostalgique du califat ottoman, qui était aussi un sultanat ottoman, le fait que la doctrine officielle de la Turquie post-kémaliste depuis 2003 soit devenue, c'est la doctrine officielle, une diplomatie néo-ottomane. Et Erdogan, lorsqu'il a fait sa dernière, lorsqu'il a mené à bien sa dernière tentative de prendre les pleins pouvoirs et de réviser la constitution de son pays, il a parlé lors de la révision de la constitution turque pour faire une Turquie nouvelle, néo-islamiste, il a parlé de changement de civilisation et il a dit nous allons en finir avec l'acculturation perpétrée par toutes les élites laïques pro-occidentales, en gros ennemies de la Turquie, qui ont dirigé ce pays depuis des années, au profit d'une réappropriation de notre histoire ottomane. Et Erdogan parle constamment de l'ottomanisme, des Ottomans, de la merveille du califat. Il a dit lui-même qu'il voulait rétablir le califat sultanat ottoman un siècle plus tard, c'est-à-dire dans exactement 3 ou 4 ans. Il veut rétablir le sultanat ottoman, le califat ottoman en 2024, 100 ans après son abolition. Et ça, c'est extrêmement grave pour les Balkans, parce que quand la Turquie redevient néo-ottomane, elle n'est pas uniquement une Turquie nationaliste qui a déjà fait beaucoup de mal aux Grecs et qui n'a pas forcément été un État ami, bien entendu, de ses voisins. Mais la Turquie néo-ottomane est encore pire que ce qu'on a connu jusqu'aux années 90, puisque c'est une Turquie qui ne va pas uniquement avoir des problèmes avec les Grecs, mais qui veut redevenir le leader à la fois du monde musulman arabe au sud, ce qui crée beaucoup de problèmes et de réactions d'ailleurs chez les Syriens, les Libanais qui ne sont pas du tout contents et qui ont peur de cette nouvelle Turquie qui en fait est une Turquie néocoloniale, nostalgique de la période pendant laquelle les pays arabes étaient colonisés par les Turcs. Mais plus au nord et à l'ouest, le rétablissement d'une Turquie néo-ottomane veut dire réactiver tous les réseaux pro-turcs au sens balkanique du terme. Être pro-turc ou être turc, ce n'était pas forcément être turc ethniquement, c'était faire partie des minorités musulmanes des Balkans qui considéraient qu'ils étaient les frères des Turcs puisque
ils avaient été d'une même citoyenneté, ou plutôt ils avaient été des sujets de l'Empire ottoman. Et il y a une très grande confusion entre le mot turc au sens ethnique et linguistique et le mot ottoman. Pour beaucoup de musulmans nostalgiques de l'Empire ottoman, être turkish, être turc, être frère des Turcs, c'est tout simplement être une minorité musulmane qui est nostalgique de l'époque de gloire, lorsque les minorités musulmanes des Balkans n'étaient pas uniquement des minorités, mais étaient du côté du plus fort, étaient du côté du patron, du côté de l'Empire ottoman. Et les chrétiens majoritaires, eux, étaient persécutés, envahis par une puissance étrangère, et les minorités musulmanes, souvent, étaient complices de l'envahisseur étranger, puisque l'envahisseur ottoman privilégiait les sujets musulmans, convertis ou pas, sur les sujets non musulmans. Et rappelez-vous le drame des chrétiens qui étaient victimes du devshirme, hein, qui est en fait la façon dont on ramasse les enfants arrachés à leur mère pour faire le système des janissaires, qui était un système absolument terrible. Donc des souvenirs atroces pour les chrétiens des Balkans. Mais par contre, l'Empire ottoman, c'est un souvenir très positif pour les minorités bosniaques musulmanes, mais aussi les Albanais islamisés. Je précise les Albanais islamisés puisque au tout début de l'histoire ottomane, les Albanais qui étaient catholiques, qui étaient chrétiens ou orthodoxes, ont lutté vaillamment, d'ailleurs parfois aux côtés des Serbes, contre les Turcs. Mais ensuite, les minorités albanaises islamisées sont devenues des sujets de l'Empire ottoman, et comme d'autres minorités des Balkans, eh bien aujourd'hui, il y a une très grande nostalgie de tous ces peuples qui furent chrétiens, mais qui ont été islamisés. Et en étant islamisés, ils ont été des sujets de l'Empire ottoman privilégiés, et ils se sont turquisés, sans forcément devenir turcs, mais ils se sont assimilés un petit peu à la culture turque. Et aujourd'hui, ils voient les Turcs comme leurs frères, et vice-versa. Quand M. Erdogan va dans les Balkans, il parle souvent des Bosniaques, des musulmans de Macédoine, des musulmans même parfois de l'Épire du Nord, des musulmans du Monténégro, albanais ou slaves. Il en parle comme des frères, et parfois lui-même il entretient cette confusion entre la notion ethnique, linguistique de la turcité, être turc, avec la notion religieuse néo-califale de l'appartenance à cet islam ottoman. Et cette confusion est très dangereuse, puisque ça veut dire finalement, nous vous considérons comme des peuples à coloniser ou à recoloniser. Si être ottoman, c'est tout simplement être un musulman des Balkans, et si être un musulman des Balkans, c'est être un turc, eh bien, nous sommes chez nous, comme nous sommes dans les Balkans. Et c'est ce qu'a dit Erdogan dans un discours à Sarajevo il y a 2 ans. Il a dit: la Turquie est chez elle en Bosnie, la Turquie est chez elle au Kosovo, elle est chez elle en Macédoine. Et pour faire avaler cette couleuvre, qui peut déplaire à certains nationalistes albanais les plus laïques, les moins nostalgiques de l'époque ottomane et musulmane, eh bien, il dit: nous allons vous protéger contre vos ennemis, les Serbes, les chrétiens, les occidentaux, les croisés, les orthodoxes. Il y a un mélange, bien sûr, une confusion des genres. Et donc voilà, la transversale verte aujourd'hui est plus que jamais animée par des Turcs irrédentistes, au sens du mot italien, hein, irredenta, c'était à l'époque où il y avait une volonté d'annexer les territoires extérieurs à ses frontières au nom d'une politique de rassemblement des frères et des minorités appartenant à une même nation. Quand on dit l'irrédentisme ottoman, c'est-à-dire une volonté néocoloniale de retrouver sa place, d'étendre sa profondeur stratégique turque et ottomane dans les Balkans. Donc voilà, aujourd'hui c'est extrêmement inquiétant, et vous le savez mieux que moi, dans l'ouest de la Macédoine surtout, et au Kosovo, et en Bosnie, les 3 places où les musulmans sont les plus islamistes, les plus islamisés et les plus liés à la soi-disant mère patrie turque, il y a véritablement une transversale verte qui est en train de se reconstituer, qui est démographiquement très active, qui se réfère beaucoup à la Turquie et à l'ottomanisme, mais en même temps qui est appuyée depuis les années 90 avec ces guerres américaines ou islamo-américaines. J'avais parlé de Alliance Islamisme-États-Unis dans mon premier livre en 1997, préfacé par le général Gallois, parce que Gallois et moi-même, quand nous avions étudié cette question, eh bien, nous avions vraiment observé une collusion d'intérêts atlantistes américains et islamistes de différents pays du Golfe, d'où le prosélytisme à la fois turc, mais aussi qatari, saoudien et parfois même iranien.
toutes les grandes puissances islamistes irrédentistes qui veulent fanatiser des minorités en Europe, qui voient l'Europe comme un joyau à reconquérir ou à conquérir depuis qu'il s'affaiblit démographiquement, spirituellement et politiquement, eh bien, on peut dire que l'Europe balkanique aujourd'hui est une véritable proie et est considérée comme une cible par des puissances islamistes, la Turquie en tête, qui veulent profiter de cet affaiblissement civilisationnel des peuples chrétiens d'Europe pour en fait faire ce qu'ils ont raté pendant plusieurs offensives à Vienne ou dans les Balkans ou en Hongrie ou aux portes de la Roumanie. Longtemps, les Turcs ont été repoussés vaillamment, non seulement par les Autrichiens, les Austro-Hongrois, mais d'autres peuples, bien sûr par les Serbes et les Roumains et d'autres. Mais aujourd'hui, les Turcs veulent trouver une revanche et réussir par la paix, par la diplomatie, par le néo-ottomanisme politique, ce qu'ils ont échoué jadis par la guerre. Et malheureusement, tout cela est encouragé de facto et par l'Union européenne et par les forces de l'OTAN qui, depuis les années 90, ont fait littéralement éclater un verrou, un obstacle naturel, civilisationnel contre l'ottomanisme et l'islamisme, qu'était l'ex-Yougoslavie et son cœur, son noyau identitaire, la Serbie. Et c'est bien pour ça que tout défenseur de la civilisation chrétienne occidentale, normalement, devrait être horrifié par tout ce qui a été fait par l'Occident lors des différentes phases dans les années 90-2000 de démantèlement de l'ex-Yougoslavie. Démantèlement qui continue puisque l'OTAN reconnaît partout des pays et essaie de s'étendre partout dans les Balkans pour faire un jour des Balkans une zone islamo-atlantiste, turco-islamo-atlantiste. C'est la diagonale verte, mais il faut être honnête, ce n'est pas le fait que d'islamistes, c'est la diagonale verte favorisée essentiellement par les guerres occidentales, les puissances anglo-saxonnes étant, comme nous le savons très bien, devenues de véritables armées de mercenaires au service de puissances islamistes. On dit trop souvent que les islamistes sont utilisés par les Américains pour le pétrole, mais on peut penser l'inverse aussi. Aujourd'hui, d'un point de vue islamiste, on peut se dire que les guerres qu'ont livrées les Occidentaux dans les Balkans et en Irak et en Libye sont essentiellement des guerres qui ont favorisé l'accroissement, l'extension, la puissance, l'hégémonie de l'islamisme au détriment des peuples autochtones chrétiens ou au détriment des régimes laïques anti-islamistes. Alexandre, et en plus un islamisme qui est importé, puisque c'est oui. En lieu et place de l'islamisme ottoman, on a un islamisme wahhabite. J'en prends pour exemple le Kosovo, qui est notre préoccupation principale, où vous avez actuellement plus de 900 mosquées de type wahhabite qui ont été construites sur les décombres des mosquées ottomanes. Donc, oui. Je vous rejoins sur cette question-là. Alors, notre troisième question de nos auditeurs est celle de Radomir, et qui nous ramène plus vers la Serbie, et qui vous demande, mon cher Alexandre, comment la Serbie peut-elle récupérer sa place historique, à la fois cœur de la nation serbe et siège des principaux monastères serbes orthodoxes en Europe? Je vais malheureusement être pessimiste, mais la géopolitique, ce n'est pas se faire plaisir. Les rapports de force ne sont pas en faveur aujourd'hui des peuples européens balkaniques, eux-mêmes très divisés. Beaucoup sont devenus eux-mêmes d'ailleurs, sont aujourd'hui au service des puissances atlantistes. Les Serbes sont très, très isolés, eux-mêmes divisés et pas totalement dans leur propre camp civilisationnel. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Si les Serbes avaient voulu véritablement résister à cette entreprise de démantèlement de leur nation, et si cela avait été possible, ça aurait été probablement dans une union beaucoup plus profonde, beaucoup plus importante avec la Russie, mais aucune des deux parties n'a été très 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 loin, même s'il y a eu des tentatives à l'époque de Milosevic, la fameuse Union panslave, mais ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, la Serbie, il faut le comprendre, avec ses citoyens, les citoyens serbes aussi aimeraient un peu plus de prospérité. Le grand drame est le piège de l'Union européenne et de l'Occident. On le voit d'ailleurs aussi en Ukraine. C'est que des peuples qui au départ ne sont pas spécialement pro-occidentaux, qui n'ont pas forcément comme idéal
le politiquement correct occidental et ouest européen, eh bien, ils veulent tout de même, et ils ont du mal à résister aux tentations de se rapprocher de l'Occident, que ce soit l'Occident en gros ou de l'Union européenne, avec toutes ces aides à la préadhésion, ces aides politiques de voisinage, etc. C'est une manne qui rend fou ou qui séduit ou qui tente, et c'est tout à fait humain, les peuples. Donc, pour résumer, la Russie n'aide pas la Serbie. La Serbie n'a pas proposé à la Russie de rompre avec le camp occidental pour lui servir de point d'appui, ce qui aurait peut-être pu motiver chez les Russes une politique, je dirais, néo-tsariste de protection des orthodoxes face à ses ennemis. C'est un peu la même erreur que la Grèce, hein, la Grèce qui s'est rapprochée de l'Occident, de l'OTAN, de l'Union européenne, et Chypre qui aimerait rentrer dans l'OTAN. Elle n'y arrive pas parce qu'il y a un veto turc, mais c'est le problème de certains peuples orthodoxes qui finalement ont cru que l'Occident pouvait être leur ami. Ils oublient les leçons de l'histoire depuis la guerre terrible entre Venise et l'Empire byzantin, qui avait conduit à la dramatique croisade d'ailleurs de Constantinople, le sac de Constantinople. Il est très facile de démontrer que l'Occident n'est pas l'ami des peuples orthodoxes. Il y a une rivalité que je regrette. Moi, j'ai toujours rêvé d'une union des deux poumons catholiques et orthodoxes, mais malheureusement, l'Occident, et c'est pire depuis une centaine d'années, et encore pire depuis la création de l'OTAN dans les années 50, l'Occident est devenu une entité foncièrement ennemie des peuples orthodoxes. Donc, quand un peuple orthodoxe se rapproche de l'Occident et croit qu'il pourra tirer son épingle du jeu, il est forcément rentré dans un piège, et l'Occident ne permettra jamais à ces peuples orthodoxes à la fois de goûter à la manne de l'Union européenne et aux avantages de l'Occident en termes de consumérisme, et en même temps les laisser être les frères ou les petits frères des Russes. Il y a une énorme, malheureusement en géopolitique, il y a très souvent un dilemme qui consiste à devoir choisir entre deux voies qui paraissent les deux intéressantes. On ne peut pas jouer les deux à la fois. Et c'est ce que je disais à Chypre lors d'une grande conférence il y a quelques années. On avait ouvert un institut à Chypre. Je leur disais, soit vous étiez totalement avec l'Occident, soit totalement avec le camp orthodoxe, mais vous étiez entre les deux. Et c'est tout le problème aussi de l'ancien président ukrainien qui a voulu à la fois un accord d'association avec la Russie et la communauté des États indépendants et l'union douanière en Russie, tous les grands projets russes d'union post-soviétique. Et en même temps, il ne disait pas non à une proposition occidentale de perspective d'atlantisation et d'européanisation. Bon, on a vu comment l'ancien président ukrainien, entre guillemets pro-russe, a fini. On a bien vu quel a été son sort et quel est le sort aujourd'hui de l'Ukraine. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais malheureusement, la Serbie aujourd'hui est entre deux feux et elle ne pourrait récupérer le Kosovo que si, même si à mon avis ce n'est pas réaliste, mais que si elle était dans un dispositif d'union totale, stratégique, avec la Russie, ce qui lui donnerait moins de perspectives en termes de prospérité, puisque même les Serbes les plus hostiles aux guerres occidentales quand même rêvent un peu d'une occidentalisation économique. Mais là, peut-être, ce n'est même pas certain, mais peut-être que la Russie ferait quelque chose, peut-être pas comme en Syrie, mais la Russie, de toute façon, est le seul pays qui pourrait concrètement empêcher les plans occidentaux, les freiner, voire les contredire, notamment sur le Kosovo. Aujourd'hui, ces conditions de choix entre la Russie et l'Occident ne sont pas réunies, puisque la Serbie aujourd'hui est tiraillée entre les deux. Et c'est tout son problème. C'est tout le piège. J'appellerais ça le piège occidental, si vous voulez. Dans lequel sont rentrés encore plus rapidement, dernièrement, les Monténégrins. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Monténégro, l'économie, les forces armées ont été littéralement vendues à l'Occident, puisqu'il n'y a plus d'armée monténégrine, au prix d'une entrée très rapide dans l'OTAN. Mais le sacrifice est lourd, puisque c'est en sacrifiant l'identité serbe, l'identité historique, puisqu'il faut absolument les déraciner de l'Église orthodoxe serbe, qui actuellement alors, est une sorte de chape de plomb permanent monténégrin.
Je partage tout à fait votre avis. J'étais au Monténégro il y a un an lors d'un voyage d'études et j'avais été impressionné par quand même le courage de l'Église orthodoxe serbe qui est encore très présente. Hein, comme vous le Oui, savez, bien au sûr. Monténégro, il y a une scission entre l'orthodoxie, d'ailleurs comme en Ukraine, et il y a encore une grande partie de l'Église orthodoxe monténégrine qui veut rester liée à la mère patrie, parce que finalement, la mémoire des nations dans les Balkans, c'est souvent les églises, et l'Église orthodoxe du Monténégro, en majorité, sait qu'elle n'est pas distincte de la Serbie, c'est le même peuple. Moi, je me rappelle Oui, oui, d'ailleurs, à l'époque où il n'y avait pas encore la scission, quand j'allais en Serbie, je rencontrais, il y avait des grands généraux, d'ailleurs monténégrins à l'intérieur de l'armée bien serbe. sûr. Ils nous disaient, nous sommes le cœur de la nation serbe, nous sommes... Et les Serbes reconnaissaient les Monténégrins comme les plus vaillants, les plus valeureux, des Serbes des montagnes, d'ailleurs très très grande taille et avec un courage légendaire, une combativité. Donc, mais tout ça, ça a commencé comment? À l'époque de l'ancien président du Monténégro, qui était très très lié à l'OTAN, mais aussi personnellement à toute la mafia occidentale. Toutes les mafias italiennes étaient réfugiées au Monténégro, et déjà depuis les années 90, il y avait une corruption endémique de cet État du Monténégro avec, comment s'appelait, Dukanovic, l'ancien Kanovic. président, Ouais, exactement. l'ancien président du Monténégro, qui était très très lié à des intérêts occidentaux et à des intérêts mafieux italiens et autres, et parfois d'ailleurs encore plus troubles. Et donc cet État a perdu sa souveraineté lorsque, à cause de l'appât du gain, l'ancien président du Monténégro comptait beaucoup faire de son pays un pays sans taxes, ouvert au tourisme, qui serait un Eldorado, une sorte de Monaco. Et donc, le pays a été acheté, pas uniquement par les forces de l'OTAN et de l'Union européenne, mais aussi par des intérêts privés, transnationaux, totalement hostiles aux intérêts patriotiques. Et c'est bien regrettable parce que le Monténégro est encore peuplé. Moi, j'ai parlé avec des Monténégrins. Probablement un Monténégrin sur deux se sent encore très serbe, peut-être plus. Mais les Monténégrins ont été piégés par une élite corrompue et par l'appât du gain, le lien avec la mafia internationale et avec des intérêts occidentaux, eh bien sous couvert de construction d'une Monaco ou d'un pays touristique, ce pays a été vendu par ces élites à ses pires ennemis historiques. Et beaucoup de Monténégrins orthodoxes en sont très tristes. Moi, ça m'a frappé de voir que même s'ils disent on est mieux que les Serbes, on a des meilleures conditions économiques, on n'a pas connu ces embargos, on a pu y échapper grâce à cette compromission. Il y a eu des avantages économiques, mais on le paye en perte, en termes identitaires. Nous ne sommes plus vraiment fidèles à notre histoire. Et beaucoup en sont peinés. Exactement. Alors, maintenant, pour élargir un peu la question, c'est, je remercie, il y a la jeune Liliana qui nous pose la question suivante. Quel jeu jouent les grandes puissances dans la région et la Russie et la Chine sont-elles en train de damer le pion aux États-Unis finalement? Alors, malheureusement, réponse non. Dieu sait si j'aime beaucoup le peuple russe et si je ne participe pas du tout à la diabolisation des Russes. J'ai beaucoup lutté contre cela. Mais il faut être honnête, l'affaire serbe est peut-être le conflit dans lequel les Russes, en tant que nation, ont le plus honte. C'est le sujet le plus honteux pour les Russes. Les Russes savent très bien que pendant de longs siècles, au cours de l'histoire, les Serbes étaient leurs plus fidèles petits frères ou cousins ou frères en orthodoxie. Et certains disaient même que la Serbie, c'était comme une sorte de petite Russie et que la Yougoslavie, c'était d'ailleurs l'équivalent de ce qu'a été l'Empire russe en plus réduit. Il n'y avait rien de plus pro-russe dans le cœur et les âmes que le peuple serbe. Et qu'a fait la Russie lorsque, rappelez-vous, hein, dans les années 90, 92, 93 et ensuite 98, 99, guerre du Kosovo, donc Bosnie puis Kosovo, en passant par les accords de Dayton, la Russie n'a fait qu'avaliser les plans des Occidentaux. Alors, Boris Yeltsin avait un petit peu gesticulé, on se rappelle le blocage momentané de l'aéroport, on avait eu quelques
quelques gesticulations russes pour faire croire qu'on était fidèle aux frères orthodoxes serbes. Mais je m'excuse de le dire, c'est une véritable trahison ce qui s'est passé. Alors certains nous disent Poutine n'était pas là, la Russie était encore affaiblie. Mais la Russie n'a rien fait pour ses frères serbes. Et c'est tout le problème. Et Poutine ne fera rien si les Serbes ne montrent pas une certaine docilité et ne rompent pas avec l'Occident, ce qui est très difficile à faire. Donc les Serbes sont piégés. Pour avoir peut-être, c'est même pas sûr, un appui russe plus fort, il faudrait qu'ils rompent totalement avec l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, il y a un clash regrettable, mais malheureusement c'est cela, entre l'Occident et la Russie. Nous sommes dans une situation entre l'Occident et la Russie qui est pire que sous la guerre froide. Donc les Serbes, tant qu'ils ont une perspective européenne occidentale, voire même atlantiste plus tard, parce que quand on veut rentrer dans l'Union européenne, qu'on ne me dise pas que ce n'est pas une façon de rentrer dans l'Alliance atlantique. L'Alliance atlantique, l'OTAN, est la force de défense officielle et réelle de l'Union européenne. C'est même mentionné dans le traité de Lisbonne, le dernier grand traité européen. Donc qu'on ne me dise pas qu'on rentre dans l'Union européenne, mais on restera anti-atlantiste. Non, quand on rentre dans l'Union européenne, même si on n'est pas membre de l'OTAN, c'est le cas de Chypre, c'est comme si on est membre de l'OTAN, puisqu'on est membre d'une association d'États qui se veut supranationale, dont la force de défense, qui commande sa stratégie, qui est son ennemi, qui est son ami, et l'OTAN. Quand vous rentrez dans l'Union européenne, vous rentrez dans l'OTAN, sauf que vous n'en êtes pas un membre actif, vous en êtes un membre passif. Donc, quand la Serbie veut rentrer dans l'Union européenne, elle désire être un membre passif de la puissance qui l'a bombardée, qui a détruit sa nation, qui lui a fait perdre le cœur de sa nation, le Kosovo. Vous comprenez le paradoxe. Et donc, mais en même temps, je comprends que les Serbes veulent une perspective européenne parce que c'est peut-être pour certains la seule voie d'avoir un jour un peu de prospérité. Et donc, c'est pour ça que je ne juge pas. Mais en tout cas, je constate que cette perspective européenne ne peut faire que isoler encore un peu plus la Serbie vis-à-vis de ses frères russes, qui de toute façon n'ont rien fait. Il faut le répéter, les Russes se sont bougés pour les Irakiens un petit peu, ils se sont bougés, mais beaucoup pour les Syriens arabes, dont une minorité de chrétiens, mais ils n'ont rien fait pour leurs frères chrétiens orthodoxes serbes. C'est bien regrettable, c'est un constat impossible à démentir. Et Alexandre Delval, et quid de la Chine? Parce que dans la question, Chine, la Chine. alors là, je vais être beaucoup plus rapide. La Chine et la Russie ont un point commun. Ce sont des puissances pragmatiques aujourd'hui qui luttent pour faire l'une pour être le futur leader du monde, pour l'hégémonie suprême, la Chine, parce qu'elle en a les moyens économiques. L'autre pour résister à l'atlantisme et à l'occidentalisme, pour construire un monde multipolaire. C'est d'ailleurs écrit noir sur blanc sur le site de l'OCS, l'organisation de la coopération de Shanghai qui réunit la Russie, la Chine et d'autres satellites ou voisins. Donc c'est une organisation russo-chinoise anti-OTAN. Elle œuvre pour un monde multipolaire, mais ce sont des puissances pragmatiques qui ne feront rien par altruisme ou par idéalisme. Ce sont des puissances qui sont aujourd'hui totalement cyniques, adeptes de la réelle politique et qui n'iront pas se battre pour des nobles causes comme la récupération du Kosovo. Je m'excuse de le dire, ça fait mal au cœur, mais la Chine ne bougera pas plus pour le Kosovo que n'aura bougé la Russie. Sauf si la Serbie donnait tellement qu'on bouge pour elle. Mais et encore, est-ce qu'il y aurait une garantie? Regardez le sort de l'Arménie. L'Arménie n'a pas réussi à faire en sorte que la Russie ait de très mauvaises relations avec l'Azerbaïdjan. La Russie protège un peu l'Arménie, puisque l'Arménie s'est offerte à la Russie comme une base très importante pour plusieurs domaines d'ailleurs. Et ça n'a pas pour autant fait rompre la Russie et l'Azerbaïdjan. Et la Chine, c'est un peu pareil. La Chine n'a pas spécialement à rompre avec des puissances importantes, juste pour les beaux yeux des Serbes, sauf s'ils leur donnent énormément. Mais est-ce que les Serbes veulent devenir une sorte de protectorat chinois en échange d'une probable, mais pas certaine, perspective de soutien? Vous voyez, là, on est dans la politique fiction. Et ce qui me frappe souvent dans certains milieux, c'est l'idéalisation du russe ou du chinois face aux dérives suicidaires ou néo-impériales de l'OTAN ou de l'Occident. Il ne faut pas croire qu'il y a un sauveur externe
qui viendra sauver des peuples occidentaux ou chrétiens européens. Parce que malheureusement, l'histoire, ce n'est pas cela. On n'est sauvé que par soi-même. Les peuples qui restent indépendants et qui se sauvent, ils n'ont pas tout à coup reçu l'aide d'un bienfaiteur externe qui tout à coup vient en sauveur ou en Zorro. En géopolitique, ça n'existe pas. Alors, mon cher Alexandre, notre dernière question est la suivante, c'est celle de Goran, qui vous demande, finalement, dans les années 90, vous avez été un des plus grands défenseurs de la cause serbe. Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que les Serbes sont, ce que vous venez de dire, finalement, aussi proches de leur identité que ça? Et est-ce que ça en valait la peine? Oui, ça en valait la peine parce que si des dirigeants serbes ont été mauvais ou traîtres ou tout simplement comme nos hommes politiques n'ont pas été des très bons défenseurs de leur nation, je fais allusion aux accords de Dayton et à certaines tentations de négociation avec des personnages sulfureux comme Agim Tachi de la part de dirigeants serbes. Mais là, je ne suis pas là pour les juger. Mais voilà, ça valait la peine. Mais parce que moi, je distingue le peuple serbe, qui, à mon avis, même s'il n'y a pas de déterminisme ethnique, hein, aucun peuple n'est fantastique, n'est vertueux par rapport à d'autres, bien entendu. Ça aussi, c'est une forme de racisme inversé quand on dit qu'un peuple est supérieur à d'autres, ou moins méchant que les autres, ou plus vertueux. Mais le peuple serbe a été effectivement victime, sans faire de victimisme, d'une convergence d'intérêts hostiles absolument incroyable. Des forces islamiques elles-mêmes divisées, mais convergentes, des forces atlantistes européennes, et l'Allemagne, le Vatican, les États-Unis, l'OTAN, la Turquie, l'Arabie Saoudite et même l'Iran à un moment. Même l'Iran à un moment avait des objectifs dans les Balkans. J'ai un peu travaillé sur les réseaux. C'est absolument incroyable. La Serbie a été victime d'un plan de destruction qui était le fruit non pas d'un plan unique, mais d'une convergence de plusieurs appétits de prédateurs différents qui se sont tous unis objectivement contre elle. Alors effectivement, je ne pouvais que défendre les Serbes avec mon ami le général gallois, mais aussi avec Charles Pasqua, avec Marie-France Garot à l'époque, tous les souverainistes, je dirais, respectables, un peu gaulliens ou gaullistes, qui avaient cette mémoire de l'alliance franco-serbe, ne pouvaient pas rester indifférents. Donc je ne regrette rien. Le peuple serbe est un peuple, même s'il n'y a pas de déterminisme ethnique, comme je le disais, ce serait stupide, hein, ils ne sont pas supérieurs aux autres, mais même si je pense que quand même, parmi les peuples européens, le peuple serbe est un des plus vaillants, un des plus courageux, un des plus attachés à son histoire, parce qu'il a été quand même envahi. Hein. C'est un peu comme les Hongrois, ceux qui ont été traumatisés par les invasions ottomanes ont une mémoire. C'est un peu comme les Grecs aussi, les Arméniens. Ceux qui ont été victimes d'empires prédateurs sont en quelque sorte plus éveillés que les Européens de l'Ouest face à la menace islamiste notamment. Mais les pauvres Serbes, ils ont été victimes à la fois de la menace islamiste néo-ottomane, la transversale verte, mais en même temps de leurs propres cousins occidentaux qu'ils croyaient être des amis. Et donc, ils méritaient notre aide. Par contre, là où je suis déçu, c'est que tant les élites serbes que surtout les plus grands responsables, leurs protecteurs historiques, qui, dans les débats télévisés, les hommes politiques russes n'ont de cesse de blâmer la politique américaine au Kosovo, où on a agressé leurs frères serbes. Mais je le répète, qu'est-ce qu'ils ont fait pour eux? C'est pour ça que les Serbes méritaient d'être soutenus, parce que les pauvres, ils ont été même abandonnés par leurs soi-disant protecteurs historiques civilisationnels et qui auraient pu faire quelque chose. La Russie s'est bien bougée et elle a fait quand même plus que se bouger. L'intervention russe en Syrie a été déterminante pour changer le cours de l'ordre mondial. Mais les Serbes, ils méritaient autant. Et donc, en ce sens, nous devons soutenir le peuple serbe. Moi, et je conclurai là-dessus, j'étais très ému. C'était un jour avant les premiers bombardements de l'OTAN, pendant l'hiver 98-99, et un général de l'armée serbe qui, quelques jours après, allait de facto être de l'autre côté de mon pays, contre mon pays, eh bien, il dit, malgré les embargos, les persécutions que les Occidentaux nous font subir depuis des années, en voulant démanteler notre pays et bientôt nous bombarder, et en plus en soutenant les terroristes albanophones, eh bien, nous conservons
une énorme affection envers la France. Je me suis dit, mais quelle magnanimité, quelle noblesse d'âme, Ah oui. quelle noblesse d'âme. Moi, Ah si oui. un peuple s'apprête à me bombarder, je le maudis. Eh bien non, il disait non, non, parce que la vraie France, c'est pas celle qui va nous bombarder, esclave de l'OTAN. La vraie France, c'est celle du général gallois, celle de la guerre 14. Et ça, je n'oublierai jamais ce moment devant une statue, devant un monument de commémoration de l'amitié franco-serbe, des Serbes émus et qui continuaient à exprimer leur amour d'un pays qui pourtant était dans une coalition contre eux. C'est extraordinaire. Et Ah, effectivement. Ah oui. voilà pourquoi j'aiderai toujours les Serbes, même si ça ne sert à rien. Parce qu'effectivement, les dés sont joués. Aujourd'hui, rien ne peut faire récupérer le Kosovo. Malheureusement, je m'excuse de le dire, mais il mérite d'être aidé parce qu'il y a des causes. Le général gallois me disait souvent, ce qui compte dans un combat, c'est pas de gagner, c'est l'esthétique. Ça m'a toujours frappé. Gallois disait, je sais très bien que je mène un combat impossible à gagner, tant en Irak qu'en Serbie, ces deux dernières grandes causes. Mais Ah oui. il disait souvent, mon vieux, continuez pour le panache et pour l'esthétique. C'est ça l'esprit français. Mais mon cher Alexandre Delval, vous faites référence effectivement à ce monument en plein cœur de la capitale serbe, Belgrade, qui est un monument qui a été créé, érigé en 1934, où fait unique dans le monde, où un peuple honore un autre peuple, où est inscrit donc nous aimons la France comme elle nous a aimés. Et ce Voilà, monument, au moment des bombardements de février à juin 1999, avait été voilé de noir une nuit seulement. Pourquoi? Parce que, comme vous le dites, dès le lendemain, les anciens combattants, ceux qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale et puis qui étaient reconnaissants de cette histoire, de cette amitié traditionnelle, eh bien, on dit pas question. Donc, vous disiez, pas question, puisque malgré le bombardement, on sait très bien que le peuple français, lui, aime le peuple serbe oui. et qu'ils seront toujours ensemble. C'est Et très donc, émouvant. ouais, Merci d'avoir vraiment. écouté ça parce que c'est encore plus émouvant tel que vous le relatez avec plus de précision. Mais en tout cas, on vous remercie, mon cher Alexandre Delval, parce qu'aujourd'hui, on a encore une très belle intervention et qui ne fait qu'élargir vraiment la richesse et vraiment la qualité de nos interventions. Je voulais en profiter pour vous dire que toutes ces interventions vont être mises sur une chaîne YouTube, donc vous pourrez être consulté tout le temps. Hein, c'est la mondialisation aussi qui veut ça. Mais ce qui nous permettra, nous, d'avancer notre combat. Alors, vous parliez de panache, bon, et de la question du Kosovo, qui est notre objet principal. Je voudrais rappeler aux auditeurs qu'il y a encore temps de signer la pétition sur change.org pour revenir sur la décision de reconnaissance de l'indépendance du Kosovo. Je voudrais rappeler aux auditeurs que là aussi un fait historique important est en train de se dérouler, c'est que dans un silence assourdissant des médias, eh bien, le ministre des Affaires étrangères de Serbie réussit un tour incroyable depuis un peu plus de 2 ans, c'est celui de faire revenir au sein de l'ONU plus de 20 pays. Plus de 20 pays, en l'espace de 2 ans, sont revenus sur une reconnaissance un peu trop rapide qui a été faite depuis quelques années. Belle Et victoire. donc, vous voyez, une très belle victoire. Et donc, notre combat, certes, une forme de panache, mais peut aboutir aussi, puisque nous voulons créer un débat, et notamment en France, et nous nous y employons, à la fois parmi les hommes politiques et parmi les élites, afin de revenir sur cette reconnaissance un peu trop hâtive faite par la France dès 2007 de ce pseudo-État du Kosovo. Donc nous remercions tous les internautes, nous irons encore plus loin, et encore un grand merci à Alexandre Delval qui nous a éclairé vraiment de ses idées aujourd'hui. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt, hein. Au revoir. Au revoir. J'y vais. J'y vais.